Les amis, je vous en avais parlé sur la chaîne, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau format Interview Podcast. Format qui aura pour but de partir à la rencontre de passionnés de moto pour inspirer et partager. Ce nouveau format sera à la fois visible sur la chaîne YouTube comme d'habitude avec l'image, mais aussi au format podcast sur la plateforme Spotify pour ceux qui voudraient écouter cette conversation dans les transports, en voiture ou encore en faisant du sport. J'ai eu le plaisir de rencontrer pour ce premier épisode Morgane Gauvignon de la chaîne Momo Circus, personnage débordant de passion pour la moto, et je ne vous en dis pas plus. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like juste en dessous et de vérifier que vous êtes abonné, ça m'aide énormément pour la suite. Et sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. West Motorcycle Podcast. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu es le premier invité sur la chaîne, merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? On aura l'occasion de développer après par la suite. Ouais. Donc je m'appelle Morgane Gauvignon, j'ai 39 ans, je suis passionné de moto et de trucs bizarres et j'essaie de mélanger un petit peu tout ça pour faire des journées géniales. Alors Morgane, si on revient aux prémices de ton affection pour la moto, ça part de ta famille, d'un événement, quelque chose en particulier? Alors ouais, la moto c'est une histoire familiale en fait. Mes parents faisaient de la moto quand ils étaient jeunes et puis quand ils ont eu un petit bébé, moi j'étais le premier de la famille, ils se sont demandé comment continuer la passion en famille. Il n'y avait pas 36 solutions, ils sont donc passés au sidecar dans un vieux 250 MZ, donc un 2 temps qui faisait au moins 24 chevaux et on partait régulièrement les week-ends avec ce seed-là et on a eu d'autres sidecars ensuite et on allait sur des courses, on partait en voyage avec ce seed. C'était le véhicule un peu exceptionnel de la famille. Et puis à travers ça, on a vu différents pays, différentes épreuves, dont le Tourist Trophy en 1997. J'avais 11 ans. Et le gros déclic, ça a été le Titi. J'étais passionné, mais là quand j'ai vu ça, il s'est passé quelque chose qui influencera toute ma vie derrière. Ouais, le grand spectacle, quoi. Ouais, et le grand spectacle accessible. En fait, fait par des gens normaux. Ok, où il y avait une accessibilité, où on pouvait voir les paddocks, ce genre de choses. Si tu veux, par rapport au Grand Prix qu'on voyait à la télé, c'était où les mecs c'était des extraterrestres, quoi. Tu voyais un reportage sur un pilote de Grand Prix, tu le voyais petit dans le ranch de son père, en train de faire des ronds sur une moto à l'âge de 3 ans, quoi. Ouais. Ça, c'était pas moi. Par contre, Joe Dunlop qui descendait de sa moto après avoir gagné, qui se grillait une clope et qui buvait une bière, ça ressemblait plus à mon entourage. Incroyable. Donc, je me suis vachement plus projeté là-dedans que sur des grands prix, quoi. Ouais, je me doute bien du coup que ça oriente. Ouais, et c'était à la fois inaccessible, mais en même temps accessible. C'était inaccessible parce que c'était fou ce qu'on voyait, mais c'était accessible parce que j'avais l'impression que c'était fait par des gens normaux. D'accord. Et ça a changé des choses. Ouais. Il n'y avait pas peut-être tous les sponsors, par exemple, qu'on peut avoir en MotoGP, même si c'était quand même, il y avait quand même des sponsors sur ces championnats-là, mais il y avait un côté plus accessible, quoi. Ouais, complètement. T'avais les Top Gun qui étaient avec du matos de fou, les RC45 à l'époque. C'était vraiment des belles brelles de compète, quoi, et préparées à mort pour le Titi qui nécessite des grosses puissances. Mais les mecs qui étaient dessus, ils me paraissaient normaux, quoi. Ils n'étaient pas normaux du tout en fait, mais ils me paraissaient normaux. Ok. Est-ce qu'à cette époque, tu sais tout de suite que tu veux aller vers le pilotage ou c'est juste la moto en général Non, à ce moment-là, j'ai envie de faire ça. Et on revient de l'île de Man, on est sur le bateau, et ça fait encore marrer ma mère maintenant, enfin ça l'a un peu moins fait rire quelques années après, mais je lui dis un jour je reviendrai sur l'île de Man, et je gagnerai, quoi. Moi j'ai pas gagné, mais j'ai tenu ma promesse, et c'était ça que je voulais faire. Ouais, ce qui est déjà incroyable. Après le rêve il s'est un peu perdu au fil du temps, parce qu'on t'explique par A plus B que la course moto c'est pas accessible pour plein de raisons, et surtout quand t'es pas de ce milieu-là, quoi. Quand tu voyages en moto et quand tu fais de la course, c'est deux choses qui sont complètement différentes, et puis tu finis par oublier un peu ce rêve,
du coup qui se transforme, où tu veux travailler dans la moto et dans la compétition moto, mais la base, je voulais faire de la course, quoi. C'était vraiment ça que j'avais au fond de moi. Ensuite, dans ton parcours, quelle a été ta première expérience de deux roues? Est-ce que tu as tout de suite accroché? Alors j'attendais ça depuis super longtemps, quoi. La première expérience de deux roues, c'est une mobilette à 14 ans. Et c'est vraiment... j'avais l'impression d'avoir toujours attendu ça et qu'il fallait que ça arrive, quoi, pour que je sois moi-même. C'est peut-être con, mais il me manquait quelque chose, quoi. Il me manquait quelque chose. Quand je voyais les autres rouler, les copains de mes parents, les adultes, sur les GSXR, les ZXR, les CBR, moi je voulais être avec eux et j'avais que mon vélo et je faisais des roues arrière dans la rue en bas de chez moi, quoi. Donc la mobilette, ça a été la première étape, avec quelques restrictions, donc j'allais pas bien vite dessus parce que j'avais pas le droit de mettre de pièces pour éviter de faire trop le con. Après est arrivé un 125 Aprilia RS comme celui-là, où là j'étais pas autorisé à rouler avec d'autres personnes. Il fallait que je roule, mais tout seul, parce que je pense que mes parents avaient senti que je serais trop stupide s'il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi. Et là, ça a été un vrai bonheur, parce que c'était une vraie moto qui avait de la gueule, et c'était génial. Et là, je commençais déjà, au moins dans ma tête, à m'entraîner pour ce qui allait arriver après, quoi. Je montais sur la moto, ma maman me disait que j'allais rouler à rien, et moi je me préparais pour la suite, lamentablement, mais t'y crois, t'as 16 ans, t'es à fond, et puis ça s'est fini dans une Laguna, donc courte carrière chez Aprilia. Ouais, et puis moto qui, je rappelle pour les plus jeunes qui pourraient écouter le podcast, sur une RS 125, on est quand même sur 34 chevaux, il me semble. On est sur un poids qui est très réduit, d'ordre de 120 kg, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on est déjà sur un rapport poids-puissance qui est déjà intéressant. C'est des bécanes qui accrochaient, je crois, les 190 déjà à l'époque. Donc, quand t'as 16 ans, c'est pas le plus malin à mettre... à mettre entre les mains. Et petite question comme ça, elle était débridée ou elle était... Non, elle était bridée. Elle était bridée et en fait on l'a achetée comme ça. Mes parents ont eu une bonne occasion sur cette machine-là et elle était en 15 chevaux. Et je lui sortais ses 15 chevaux, tout ce qu'elle avait en permanence, quoi, parce que c'était la Brel de Grand Prix, c'est l'époque Rossi. Même si c'était une Biaggi réplica, voilà, c'était les grands prix et c'était la course partout tout le temps, quoi. Ok, et t'es resté sérieux jusqu'au bout. Sur le bridage, je l'ai écrasé dans une voiture avant de pouvoir la débrider, la moto. Okay. Donc, ouais, comme quoi il y avait déjà peut-être assez. C'était suffisant. C'était suffisant. Donc à 16 ans, du coup, premier 125. Ouais, la première moto, et puis du coup après l'accident, ça a été un peu compliqué. La moto était pas cassée, mais je pense que mes parents voulaient plus la voir, donc elle n'a pas été réparée, elle est partie à la casse. Et moi, je n'avais pas de quoi me racheter une Brel, donc j'allais faire différents boulots les week-ends et les vacances en vélo. Donc je donnais des cours à des gamins, je faisais tourneur-fraiseur dans les usines du coin pendant les vacances, jusqu'à me racheter une Brel à 18 ans, quand j'avais le droit et qu'on ne pouvait pas me dire non, et je suis parti sur un 125 TZR, avec lequel j'ai roulé pendant 2 ans, jusqu'à ce que la limite des 34 chevaux soit passée pour à nouveau ensuite changer de moto, quoi. Ok, donc toujours dans la sportive deux temps. Ouais, moi, alors c'était pas tellement le deux temps, mais pour moi la moto c'était la course. Donc c'était forcément une paire de guidons bracelets et un carénage, quoi. C'était la course. D'accord. Pas le voyage, pas la balade, pas épater les filles, la course. Ok, donc c'était, tu répondais à la promesse que tu t'étais faite quand t'étais plus jeune. Ouais, puis à ce qui m'attirait, quoi. On est fin 90, c'est la pleine période Rossi. Ce mec est un phénomène, il est drôle, il va vite. C'est juste exceptionnel en fait ce qui se passe en Grand Prix à ce moment-là. Et puis j'ai cette Hildeman que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gamins de 14-15 ans qui connaissaient l'Hildeman à cette époque-là, parce que la course était un peu tombée en désuétude. Et en fait le terrain de jeu, c'est les routes autour de chez moi, quoi. Donc il y a quelque chose de tout à fait logique là-dedans, pas raisonnable du tout, mais complètement logique dans la tête d'un jeune de 18 ans, quoi. Rossi, ça a été ton idole à cette période-là? Ouais, alors c'était... j'ai pas fait de choix entre Biaggi et Rossi parce que pour moi, ça
commence avec Olivier Jacques et Max Biaggi. Ok. Ouais, j'ai une petite dizaine d'années et les Grands Prix, c'est eux qui sont là à ce moment-là. Le Titi, c'est un peu plus lointain. Je connais pas encore les pilotes, je connais pas le tracé. Je vois juste des belles images que tu vois nulle part ailleurs. Ouais. Ça se développe avec les 2 voyages qu'on fait avec mes parents là-bas. Mais ce que tu vois, c'est les Grands Prix. J'attends le jeudi que Motojournal sorte pour avoir les résultats parce que à l'époque tout n'est plus diffusé et ouais, c'est pour moi cette époque là, quoi. Donc Ok. c'est du bracelet et des carénages en moto. Sachant qu'en plus, le TT est quand même moins médiatisé Ouais. que du GP, donc forcément, on avance aussi avec beaucoup avec le GP, quoi. Ouais, en fait, avec ce que tu vois, et le Titi, pendant très longtemps, a été mis de côté. Il y avait un reportage peut-être tous les 2 ans dans la presse spécialisée, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. Les choses ont évolué ensuite, parce que le Titi était un dinosaure de la course, et beaucoup de gens s'étaient promis d'y retourner pour les 100 ans de la course, donc en 2007, et est arrivée la répression routière. Et en fait, et le développement d'Internet en même temps. Et en fait, quand tu croises les deux, tu as des gens qui sont punis sur la route parce qu'ils roulent trop vite. Et tu vois des images qui pullulent de mecs qui sont à 2,80 en train de traverser un village. Et forcément, ces images-là, elles prennent encore plus d'envergure quand tu arrives dans un monde où tu as de plus en plus de répression. Et du coup, le Titi explose vraiment en termes de communication. Les gens s'y intéressent de nouveau. Et cette course mythique que ça a toujours été devient une course médiatique également. Donc ça rechange pour moi la donne entre ce que j'ai pu voir en 97 et 2000 et ce qui se passe maintenant. Donc ça, tout ce changement, tu dirais, c'est quelle période on est Pour moi, c'est à partir de 2007. D'accord. À partir de 2007, il y a une vraie bascule qui est faite. Il y a les médias qui se sont penchés sur la course parce que c'est le centenaire de la course mythique. Donc ça a touché beaucoup plus de monde, je pense, déjà dans le milieu motard et aussi au-delà. Et là, le Titi prend une envergure qui est complètement différente. Faut savoir que dans les années 80-90, tu avais des organisateurs du Tourist Trophy qui se déplaçaient sur les différents championnats en Europe et qui allaient proposer de belles primes aux pilotes pour qu'ils viennent participer à l'Île de Man et pour remplir leur grille. D'accord. Parce que la course étant sortie du championnat du monde des Grands Prix à la fin des années 70, eux avaient toujours besoin de pilotes de façon à ce que la course ait lieu, parce que ça génère quand même une manne financière qui est assez importante pour l'Île de Man, et ils remplissaient les grilles comme ça. Et il y a quelques années, il y avait trop de pilotes par rapport au nombre de places, donc ils refusaient des pilotes. D'accord. La tendance s'est complètement inversée, quoi. Donc ouais, ça a pris vraiment un gap monumental en 20 ans, quoi. Ouais. Par la suite, tu as participé à plusieurs courses à travers un peu le monde entier, en partant des 24 heures du Solex, en passant du Cameroun au Sénégal pour aller jusqu'à du Tourist Trophy. Comment tu choisis tes destinations? Avec le cœur, parce que en fait, ça a été toute une démarche qui a été assez longue. Comme je te l'expliquais, mon rêve, c'était le Tourist Trophy, parce que j'avais vu ça gamin et je voulais réaliser cette promesse de môme, quoi. Pas pour briller, mais pour être parmi eux. Enfin, pour avoir le droit d'être parmi eux, parce que dans la vie, on t'explique que en fait, ceux qui font la course, c'est les autres. C'est pas toi. Parce que toi, t'as pas commencé jeune, parce que toi, t'as pas de thunes, parce que tu connais personne dans la course moto. Et moi, je voulais pas, en fait. Moi, je voulais avoir le droit de rêver. Et c'est pour ça que je voulais faire le Titi, je voulais aller au bout pour savoir jusqu'où j'avais le droit de rêver. Et voilà, même si un môme de prolo, il a le droit d'aller au bout de son rêve, quoi. Et ça m'a pris plusieurs années avant de réussir à le faire. Et donc j'ai roulé là-bas pendant 6 ans. Et une fois que ça a été fait, une fois que j'ai coché la dernière case que je voulais sur ma dernière course. Je voulais faire une course de 6 tours en 1000. Donc ça a été compliqué, mais j'ai pu faire cette course et quelque part au final, j'avais atteint tous mes objectifs. Le dernier objectif qui restait, c'était de la performance. Et autant me battre et prendre des risques pour décrocher un rêve, il n'y a pas de souci. Me battre pour faire 34e au lieu de 38e, ou pour gagner 2 secondes au tour, je trouve que, en fait, pour moi, ça n'a plus de valeur.
Et pour aller chercher ces 2 secondes, la somme d'efforts à faire, elle est trop importante au quotidien. C'est plus d'argent à dépenser, parce que plus d'entraînement, c'est plus de pièces à passer sur la moto, c'est plus de temps à l'extérieur. Et moi, j'ai une famille que j'aime, donc je ne voulais pas sacrifier ça. Et je ne vais pas dire que j'ai cherché un palliatif, mais à travers des courses différentes, il y avait une espèce d'exaltation à aller chercher que j'avais au Tourist Trophy qui me plaisait. Et c'était surtout un moyen de réinclure ma famille dans les courses. D'accord. Sur l'île de Man, la première fois, ma femme était enceinte de 7 mois. On est partis tous les 2 avec mon frangin et 2 copains. Et ça s'est passé comme ça. L'île de Man, elle en a mangé encore pendant 6 ans derrière. Donc les vacances avec le ciré jaune et les bottes bleues dans le paddock de Douglas, au bout d'un moment, ça atteint certaines limites. Et voilà, j'ai cherché à varier les destinations et à faire en sorte qu'il y ait une course au bout, mais qu'il y ait quelque chose de sympa à vivre humainement parlant, et si possible de le partager en famille à travers également des voyages. Alors ils me suivent pas partout parce qu'il y a des endroits où ma femme ne veut pas aller pour l'instant, mais on a pu en faire quelques-unes à l'étranger, et c'est chouette de pouvoir partager ça avec eux, et humainement, ce sont des choses qui marquent. Quand tu vas au Cameroun ou que tu vas en Nouvelle-Zélande, tu vois des choses, tu rencontres des gens, et ça, je m'en rappelle. Par contre, je ne suis pas capable de te dire à quelle place j'ai terminé mes 5 dernières courses sur l'île de Man. Je connais mon chrono du dernier tour, mais je ne sais pas à quelle place j'ai fini. Donc, il me reste plus de choses en fait à voyager et à me lancer dans des trucs un peu rock'n'roll qu'à faire une certaine place ou qu'à faire un certain temps, quoi. Ouais, parce que là, on parle quand même de voyages qui te décrochent quand même de notre société européenne, où là, c'est plus du tout les mêmes codes au niveau de la culture. Tout est différent. Ouais. Tout est différent, mais c'est riche de ça, en fait, parce que je te parlais tout à l'heure des copains motards. Moi, mes parents, quand il y avait des motards qui arrivaient à la maison, c'était les copains motards. Les mots ont toujours été ensemble. Et en fait, quel que soit le pays où tu vas, tu as ce vecteur commun qui est la moto. Et tu peux être camerounais, tu peux être mexicain, tu peux être sénégalais, tu peux être néo-zélandais, tu peux être chef d'une entreprise, peser des millions, ou tu peux être smicard. Tu vas discuter, tu vas échanger, parce que tu as ce truc commun qui est la moto. Et en fait, ça apporte une richesse à ce que tu fais, à ce que tu vis au voyage. Ça t'apporte une ouverture, en fait, nécessairement, parce que c'est des gens que tu n'aurais jamais côtoyés, en fait, dans ta vie de tous les jours. Toi, dans mon boulot, jamais je pourrais côtoyer une variété de personnes aussi grande. Et là, il y a la moto qui nous unit, et en fait, tu découvres plein de choses, et tu discutes de tout, et ça fait des souvenirs qui sont exceptionnels, quoi, des moments de vie qui sont au-delà de tout, quoi. Donc voilà, je vais gratter des courses qu'on connaît pas, des trucs un peu étonnants, et pas pour faire différent, mais pour vivre un truc différent et essayer de le partager. Ok. Ouais, ce côté fraternel des motards, pour toi aujourd'hui, il est toujours présent. On dit toujours que, on dit souvent de nos jours que les motards, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. On s'arrête plus sur le bord pour aider le camarade. Pour toi, cet esprit motard, il est toujours présent à travers tout ce que tu as pu voir dans le monde entier. Pour toi, c'est toujours présent. Ouais, c'est un truc de fou. Je pourrais te raconter des dizaines d'anecdotes sur des gens qui nous ont tendu la main parce qu'on était motards. On se connaissait pas. Il y a un Italien au fin fond de la Nouvelle-Zélande qui est venu nous voir sur une course parce qu'on avait une connaissance en commun, sauf que je le savais pas avant. Le gars nous invite à bouffer chez lui et il dit vous pourrez rester dormir sur place, quoi. C'est sympa parce que c'était un petit peu loin de là où on était. Et en fait, quand il me dit où on va dormir, c'est pas là où il habite. Et je comprends pas. Et en fait, et il veut pas m'expliquer pourquoi. Et c'est sa femme qui me dit non. En fait, il a vu que comme vous étiez dans un petit van tous les 5, il vous a loué un Airbnb pour que vous puissiez passer la nuit. Incroyable. Sur cette même course, je casse le moteur de la Vauxhall. On est au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Il y a un gars qui roule en classique avec une bimotard qui vient me trouver le lendemain de la casse moteur, donc le jour des essais et de la première course, et qui me dit mais prends ma moto, fais la course.
toi t'es venu de loin, moi j'habite en Nouvelle-Zélande, ça fait 40 ans que je cours ici, prends ma bimota, va faire la course. Tu peux pas être venu de si loin pour ne pas faire la course. Alors que tu le connaissais pas avant, ce gars-là. Non, Incroyable. non. Et des trucs comme ça, il y en a, il y en a plein, quoi. Que ce soit à l'étranger ou en France, il y a des choses bien qui se passent, et sans regarder autre chose que le fait que tu fasses de la moto et que tu aimes la moto. Et moi, je m'arrête sur le bord de la route pour aider les gens. Après, tout le monde n'a peut-être pas l'envie, le temps ou les compétences, mais il se passe quelque chose. L'atelier dans lequel on prépare la 500 CB de la mort, là, qui est partie pour ses 12 travaux d'enclume, c'est toute la journée, c'est qu'une succession de copains qui viennent chercher un truc, préparer quelque chose, et ça cède au-delà de la moto. Le vecteur, comme tu disais, c'est le centre de tout ça, c'est la moto, Ouais. Qui réunit, qui rend une fraternité et vraiment un groupe, qui forme des amitiés, des échanges, quoi. Et au-delà des cultures, au-delà de tout, quoi. Au-delà de tout, c'est ça qui est génial. Tu penses, tu arrives au Cameroun, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on connaît. C'est un truc de fou, quoi. Et Okay. le gars, il t'accueille chez lui, il te prête une moto, et voilà, tu l'as contacté sur Internet et tu as dit que tu aimerais bien venir, et le gars, il est content d'avoir un Européen qui vienne sur sa course, parce que c'est une petite course en devenir, j'espère, mais qui n'est pas connue du tout, et il se met en 8 parce que t'es motard et parce qu'il a envie que tu roules, quoi. C'est... Ouais... Non, il se passe quelque chose de particulier, et ça, il faut pas le perdre. Je pense pas qu'on soit parti pour. Il y a toujours des gens qui sont... C'est comme dans toute société, il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui sont généreux, et quand tu tombes sur eux, c'est top, et quand tu tombes sur eux et que t'es vraiment dans la merde parce que t'en as besoin, c'est juste miraculeux, quoi. T'as une anecdote comme ça, une galère qui te serait arrivée? Ouais, je peux t'en raconter une. On était partis avec donc en famille, plus les mécanos, plus des jeunes d'une école, pour aller faire 2 courses en Angleterre et en Irlande. Bon, la première course en Angleterre, elle est annulée pour des raisons de sécurité, du coup on se rabat sur une deuxième. Rien que ça, je pense que ça vaut un chapitre de livre, parce que c'est Cadwell Park. C'est le circuit en Angleterre où tu as un saut dessus. Ouais. Voilà. Pas d'essai, parce que toutes les séances d'essai prises, vu qu'on s'est pris la dernière minute, lancé avec Cadwell, un truc de fou. Et on part parce que le week-end d'après, on doit aller en Irlande pour aller faire la Cookstone, qui est traditionnellement la première course sur route de la saison irlandaise. Et je sais pas pourquoi le GPS nous fait tirer au plus court pour aller prendre le bateau entre l'Angleterre et l'Irlande, et on se retrouve dans un parc au fin fond de l'Écosse. Putain, dans un parc, il n'y a rien, quoi. Fin fond de l'Écosse, il n'y a même pas un mouton, il n'y a pas d'habitants, il n'y a que dalle. Et là, la flèche de la caravane, elle s'est coupée en 2. On écoute un gros bruit de frottement derrière. Je fais descendre mon pote Fouidon, qui était un de nos mécanos, et il revient me voir, il fait « Non mais Momo, c'est plus possible, il faut appeler Vie-Ma-Vie. » La caravane, elle est coupée en 2. Donc imagine, on a le bateau 3 ou 4 heures après. Je suis avec ma femme, mes 2 enfants. On est en 2018, donc le plus jeune, il a 14 mois. Il y a 2 motos dans le camion. Il y a une caravane au cul avec tout ce qu'on a besoin pour la suite des événements. Et on est 6 dans le camion. Et là, tu fais... pas possible, quoi. Donc on a abandonné la caravane sur place, on l'a vidée, on l'a déchargée, on a tout chargé dans le camion. Les policiers nous ont autorisé à abandonner la caravane, on est parti prendre le bateau, sauf qu'on savait pas où dormir le soir. Le chapeauté, donc l'autre pilote, mon pote Nico, met un message sur Facebook comme ça, une bouteille à la mer, en disant voilà, on est 8 Français, parce qu'il y avait un kangou qui nous suivait avec les étudiants. C'est comme une équipe, quoi. Ouais, c'est un peu de monde, quoi. Puis 2 gamins tout jeunes, quoi. On est 8 Français, on arrive en Irlande pour la Cookstone, on a cassé la caravane, mais on sait pas où dormir ce soir, please help. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et ben on traverse la mer d'Irlande, on pose le pied en Irlande, on rechoppe de la connexion, et là il y a un Irlandais qui s'appelle John McCann, que je remercie énormément, qui avait mis un message, il nous disant voilà, moi j'habite à Armagh, la maison est petite mais on va se débrouiller, on vous attend à la maison ce soir. On a débarqué chez lui, c'était une petite maison, il a poussé tous les meubles, le salon c'est devenu la maison de la literie, il y avait des matelas partout, on a squatté pendant 3 jours chez lui avant de repartir pour la Cookstone. Le mec ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il avait une femme, un fils, on sait même pas où ils ont dormi dans la maison, il a accueilli 8 Français qui connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et ça
Et c'était un motard aussi C'était un motard aussi, il a un petit magasin d'accessoires moto. Il avait fait un peu de course sur route, il avait fait de la course sur route plus jeune, et il avait une passion particulière pour la France, et quand il a vu ces espèces de naufragés débiles, il a ouvert sa porte, et il nous a sauvés, quoi. Ouais, là, on pourrait dire que c'est une vraie galère, la flèche qui se pète en deux. Ouais. La caravane est surchargée, t'as su après pourquoi Alors, en fait, la caravane, elle était pas en bon état. Et j'avais, en fait, en traversant l'Angleterre, j'ai su qu'on la ramènerait pas parce qu'en fait, la paroi de la caravane, côté droit, s'était détachée du plancher. En fait, toute la caravane était en train de s'affaisser. Okay. La caravane était pourrie. Et... C'était pas juste la flèche, c'était tout le châssis aussi. Voilà. C'était fonction du budget du team, donc on savait qu'il ne reviendrait pas la caravane. Ok. Incroyable cette anecdote. Tout à l'heure, tu parlais notamment de ton expérience enfant du Tourist Trophy, notamment que tu as vu Joey Dunlop. Aujourd'hui, on n'a pas tous la chance d'avoir pu le voir, malheureusement. Qu'est-ce que ça fait, une vingtaine d'années plus tard, de pouvoir participer au Tourist Trophy ? C'était... c'est une émotion qui est hors du commun. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le rêve qui se réalise. Et ça, c'est un truc, quand tu as tellement attendu, que tu as tellement douté, que tu as tellement galéré pour réussir à le faire, que quand ça se réalise, c'est même pas imaginable, c'est même pas pensable. C'est-à-dire, putain, ce truc que je m'étais promis, et ça fait, je sais pas, 10 ans que je travaille le sujet, c'est arrivé. Ouais. Ça, c'est... J'ai passé... Il y a eu des étapes. Avant le TT, tu as le Manx Grand Prix. Donc là, c'est le même tracé, mais c'est une course qui est réservée aux amateurs. Donc ça, j'ai commencé à le faire en 2014. Je l'ai refait en 2015. En 2015, j'ai fait un chrono capable de m'amener au Tourist Trophy. Encore une fois, c'est un truc très con. C'est le même tracé. Ça aurait dû pour moi être la même moto, mais moi, c'était le Tourist Trophy que je voulais faire. C'était la course des grands. Tu vois. J'allais pas plus vite au Titi qu'au Manx, mais je voulais être parmi eux. Et donc, le premier Manx, ma plus grosse peur, c'était d'avoir rêvé toute ma vie à un truc qui était trop grand pour moi. C'est-à-dire de me rendre compte que j'en étais pas capable. Ça me faisait peur. Le reste, le danger, la vitesse, c'était accepté depuis un bon moment. Mais voilà, c'était d'avoir rêvé à un truc que je ne pourrais jamais atteindre. On fait ce premier Manx avec mon pote Julien Tonuti. Tous les deux, on est newcomer cette année-là. On refait un Manx tous les deux en 2015. Et en 2016, on part tous les deux pour le Titi. Et là, c'est la dernière grosse pression parce que c'est la case que je veux cocher. Le Titi est assez compliqué pour moi cette année-là. Et puis je suis qualifié pour la course Super Sport. Je pars pour la première course Super Sport. Je suis hyper tendu. Je roule pas bien parce que c'est en train de se passer là maintenant. En fait, j'ai tellement peur de foirer. J'ai peur de me bourrer, et de me faire mal. J'ai pas peur de me faire mal. J'ai peur de me faire mal au point de ne plus pouvoir y retourner. Et toi, de jamais pouvoir cocher cette case. Non, ça, je m'en fous. Je veux être à l'arrivée. À l'arrivée. Et la course se passe, et je fais mes 4 tours. On a un beau soleil, la course se passe bien. Et je me revois sortir du dernier petit virage à droite, là, avant qu'on rattaque la ligne droite, stand des cimetières. Et là, en fait, je sors du virage, il reste de la ligne droite, il ne peut plus rien se passer, et je commence à pleurer, quoi. Je commence à pleurer parce que ça fait des années que j'attends ça, c'est le rêve de ma vie. Et tu passes la ligne d'arrivée, et tu sais que c'est fait pour toujours, même si ça apporte qu'à moi, hein. Ça va changer la vie de personne, mais c'est fait pour toujours. Tu as cette petite boucle de retour là qui te ramène vers le paddock où tu passes au ralenti. Je pleure parce que c'est trop. Et puis là, dans cette boucle de retour, il y a la femme que j'aime qui m'attend, et puis il y a notre fille dans une poussette. Et ça, c'est parce que ma femme aussi, je l'ai attendue pendant longtemps. Tu dis putain, ouais, là c'est bon. Ouais, t'as coché la case, la case principale que tu t'étais faite dans tes objectifs, quoi. Parce que au-delà de ça, il y avait la course en elle-même, mais il y avait la façon d'y aller.
Et sur cette façon d'y aller, il n'y a pas d'histoire de pilotes avec leur famille. Il y en a très peu. Et encore moins des amateurs, quoi. La course te demande tellement, c'est tellement exigeant que tu as tendance à tout passer là-dedans et tu finis par y laisser des plumes et assez souvent ta famille parce que c'est compliqué quand tu es un amateur de préparer ta brelle, de trouver des ronds, d'aller t'entraîner, d'être présent à la maison, d'être un mari, d'être un papa. Ouais, bien sûr. C'est hyper compliqué, quoi. Et quelque part, j'étais content de faire ce Titi, mais j'étais content de le faire dans ces conditions, en ayant réussi à conserver, à préserver la femme que j'étais à côté de moi, Oui. en m'étant autorisé une famille. T'as des gars, par exemple, qui veulent pas aller au Titi. Le jour où j'ai un enfant, j'arrête le Titi, quoi. Mais pour moi, ça avait une valeur, en fait, ce truc-là, quoi. Ouais, c'était pas comme un craquage où tu as tout abandonné pour Non, y aller. Tu as non. réussi à concilier et à apporter un peu à tous les niveaux pour. Ouais. Tu as été avec ta famille et voilà, tout le monde a participé à cette expérience. Ça faisait partie pour moi de l'équation et c'est peut-être ce qui est le plus dur de faire. Mais la passion de la moto vient de mes parents et de leur sidecar et c'est grâce à eux que je vis ça aujourd'hui, cette passion-là. Et du coup, nous, on l'a toujours fait en famille. Donc, Ok. pour moi, ne pas le faire en famille, ça aurait été un échec en fait. Ouais, Parce que ça te ressemblait pas, quoi. non, c'était et j'aurais pas été prêt à tout sacrifier pour ça parce que voilà, à côté, j'aime, j'ai envie de partager, et j'ai besoin aussi d'amour, mais pas quelque chose où on ne fait que me donner. J'ai besoin de donner, j'ai besoin d'échanger. Donc avoir Céline avec moi, c'était très important. C'était très Ouais. important. Ouais, c'était pas un TT gagnant, mais c'était un beau TT. Ouais, c'est en fait tout dépend d'où est-ce que tu situes ton curseur dans la vie. Moi, je voulais être parmi eux et pas le faire dans n'importe quelle condition. Et j'aurais eu plus de moyens, peut-être que j'aurais pu m'entraîner des heures pour être meilleur sur la moto, parce que c'est principalement ce qui me manque pour être devant. Après, il faut aussi un peu de pièces aussi, etc. Mais j'étais avec mes potes, avec Stéphane et Ludo, des mécanos d'amour. J'étais avec ma femme et ma fille, avec mon petit frère, avec mon pote Julien. C'est quand tu penses que ce sera juste pas possible d'y participer et que tu y participes, que tu te qualifies, que tu franchis la ligne d'arrivée, en fait, moi j'avais gagné. J'avais gagné de par l'environnement dans lequel j'étais et de par ce qui venait de se passer, même si cette première course j'ai très mal roulé. Heureusement il y a eu les autres après où je me suis détendu parce que la case était cochée, mais voilà Ouais, il y avait une pression énorme, ouais, le rêve d'une vie quasiment qui est là, quoi. C'est ça qui est terrible. On a tous des envies, des choses qu'on voudrait faire et on en rate beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on ne fait pas et c'est principalement la peur de l'échec qui nous retient. Les choses qu'on doit mettre en place et la peur d'échouer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de claquer un jour en me disant putain, si j'avais su, quoi. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais c'est trop tard en fait. Il n'y a pas de deuxième partie gratuite dans le flipper. C'est mort, c'est fini. Et je veux vivre ces choses-là. Donc je suis prêt à prendre une certaine dose de risque pour vivre ces choses-là. Briller, je m'en fous. Mais je veux être heureux. Faire les choses et pas les regarder, quoi. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, si tu avais un jeune qui te demandait de 20 ans si je veux participer au TT, aujourd'hui, tu penses que c'est accessible? C'est une course qui reste quand même accessible financièrement au niveau de l'investissement et tout ça? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il faut forcément des gros sponsors, des choses comme ça? Alors, la question, elle m'est posée régulièrement par des jeunes et des un peu moins jeunes qui veulent aller sur l'île de Man. J'en ai un encore ce matin qui m'a dit, j'ai vu dans une vidéo YouTube qu'il fallait 30 000 € pour participer à l'île de Man. Alors, je vais être très clair. La première année, Manx Grand Prix, ma moto équipée, donc tout équipé, il y en avait pour à peu près 4 500 €. Okay. Alors, la moto avait 7 ans, elle avait 30 000 bornes, il y avait juste un amorto à l'arrière, mais elle a fait le Manx 2 années de suite sans souci et en passant sous les 20 minutes au tour.
Donc ça fonctionne. Et budget total, pneus plus déplacement, plus essence, plus la bouffe des bénévoles, etc., 3 000 euros. Ok. Donc financièrement, le manque, c'est encore accessible. Le TT, ça peut se faire avec pas beaucoup plus. Je pense que tu vas passer plus de pneus et il y a toutes les, on va dire, les étapes à franchir pour y aller. Mais en fait, c'est une course où le matériel va compter pour les meilleurs, pour les Top Gun. En 600, je pense qu'ils sont à plus de 150 chevaux au niveau du moteur. Donc là, tu commences à investir dans des grosses prépas, quoi. Mais par contre, en fait, le reste... première année, avec Céline qui était pourtant enceinte, on a dormi dans la camionnette sur place, ça ne nous a rien coûté. La bouffe, tu bouffes comme à la maison. Les pneus, vu qu'au début tu sais pas où tu vas, tu te traînes, donc des pneus t'en usent pas. Tu passes un peu d'essence, et après ce qui te coûte des ronds, c'est le bateau et le trajet pour aller là-bas. Et puis voilà quoi. Donc c'est encore une course, je pense, qui se fait avec des moyens qui sont tout à fait raisonnables. En tout cas, c'était les miens. Et sur laquelle tu peux, je vais pas dire que tu peux espérer faire un résultat, mais le matos ne fait pas tout, quoi. Les Top Gun peuvent emmener du top matos, mais pour quelqu'un qui a pas l'occasion de rouler souvent en course sur route et encore moins sur l'île de Man, ton cerveau va te limiter bien avant ta machine. Et pour illustrer ça, tu regardes les temps qu'ils font avec les motos de super stock, où ils ont droit à presque pas de modifications, et les temps qu'ils font avec les superbikes, où ils changent les fourches, où ils changent les bras aussi, etc. Je crois qu'il y a 3 ou 4 secondes autour de différence entre le record en superbike et le record en superstock. Donc, sachant que le tour fait combien de kilomètres déjà c'est 60 km. Ouais, donc quand on parle, c'est mineur, vraiment. Oui, et je crois que c'était, ça a pendant longtemps été une machine de Superstock qui avait le record du tour avec Peter Hickman. Donc les 50 000 euros de différence entre les deux motos, tu mets des pneus et tu fais des tours, et puis ça va déjà beaucoup mieux se passer, quoi. Tu as été conseillé à l'époque par des gens qui avaient déjà fait le TT Oui, par un mec en particulier qui lui aussi a changé ma vie. Il y a quelques personnes comme ça qui ont donné des impulsions complètement différentes, et ça a été Fabrice Miguet, qui était à l'époque le seul Français quasiment qui roulait sur l'île de Man. Il y a eu Bruno Bonnuil à peu près dans les mêmes époques. Malheureusement, Bruno s'est tué à Macao, et il restait Mick, quoi. Et du coup, la presse moto française se penchait sur ce mec-là, qui était en plus sacrément atypique, parce que pour la peine, pour un mec qui avait pas de thune, lui il avait pas de thune, quoi. Et pour un mec qui avait tout sacrifié pour la course moto, il avait tout sacrifié. La moto, il la préparait dans la cuisine. Tout était ultra rock'n'roll. Des aventures, là, je pense que tu peux faire 10 tomes sur sa vie. Et en fait, je me rappelle d'un titre, d'un article sur lui dans Motojournal qui s'appelle Fabrice Miguet, pilote bringueur. Là, ça t'interpelle. Puis avec une photo de la Vauxhall en train de sauter à Ballot Bridge. Et là, tu fais il y a quelque chose il y a un truc, quoi. Et tu lis l'article et tu vois que le mec, en fait, il est fait comme toi et moi, quoi. C'est pas, il a pas un parcours de pilote de fou. Il est pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Il aime faire la fête, il aime vivre, il aime boire des canons, et il fait la course que je rêve de faire. Et là, encore plus qu'avant, tu te dis, c'est possible. Si ce mec-là y arrive, alors il y a peut-être un truc, un secret de magicien, mais s'il y arrive, je dois être capable de pouvoir le faire aussi, quoi. Et là, je me dis, faut que je le rencontre. Et j'arrive sur une école à Nevers, en 2004, et je vois que Fabrice Miguet est inscrit au Bol d'Or. Là, ça fait pas un pli, je fonce dans le paddock du Bol d'Or, je gruge le videur à l'entrée en lui expliquant que j'ai un CV à aller déposer à la tour de contrôle et qu'il faut que je traverse le paddock parce que j'ai pas le droit, j'ai pas de passe paddock. C'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Je remercie le videur parce que grâce à ça, j'ai pu rentrer dans le paddock. Je suis allé me cacher derrière la SMIC du Nord Endurance où roulait Fabrice Miguet. J'ai attendu qu'ils finissent le repas et l'apéro, on peut le dire, la prescription. Et Mig est sorti de table et je l'ai tout de suite chopé au cul du camion et je lui ai posé 2 questions. C'est la première, à part des grosses couilles, qu'est-ce qu'il faut pour rouler au TT? Et la deuxième, comment je peux faire pour t'aider? Il a éclaté de rire, on a commencé à discuter comme ça, je lui ai parlé de cette envie de faire le TT, et c'est quelqu'un qui m'a aidé des conseils et surtout qui m'a... je ne vais pas du tout dire qu'il a cru en moi,
mais il m'a pas dit laisse tomber, c'est pas possible, t'es pas né au bon endroit ou c'est pas pour toi quoi. Et il m'a dit tu veux faire le TT? Bah ouais, c'est cool, c'est une super course, bah ouais, bah ça se passe comme ça. Et en fait au fur et à mesure des années, on s'est recroisés plusieurs fois à travers mon premier job, au mototour, sur des rallyes, et on échangeait comme ça régulièrement, on s'appelait 1 ou 2 fois par an. Et puis la course est venue ensuite, la course sur route est venue après, et c'est quelqu'un qui a été, alors sans le vouloir, mais de par ce qu'il faisait, qui a été un espèce de guide, parce qu'il y arrivait avec des tout petits moyens, et puis en étant dans une arrache, à un niveau stratosphérique d'arrache, quoi. En le voyant en fait faire, c'est le genre de gars, il va faire le mototour, il vient avec sa moto de course par la route, il arrive, il s'assoit sur un banc, tu vas le voir, tu fais quoi, tu t'installes pas? Ah bah non, c'est pas moi qui est là, c'est pas moi qui est l'attente, c'est les copains, ils arrivent, mais ils sont en 4L. Et sa voiture d'assistance pour les 3000 km du mototour, c'est 2 potes en 4L avec une toile de tente derrière, quoi. Et tu dis, il fait de la course comme ça. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ouais. Il y a un espèce d'esprit un peu Continental Circus qui était un petit peu. C'était en fait, beaucoup plus... faire avec ce que tu as et sans chercher le paraître. C'est-à-dire, tu es là pour faire de la course, t'es pas là pour faire plaisir à un sponsor, t'es pas là pour vendre un produit. Mig, il était là pour faire de la course. Alors, il a eu des coups de main, mais je pense que lui, il vivait que pour la course. Le coup de main était un moyen d'y arriver, mais voilà, il n'aurait pas fait n'importe quoi pour avoir ça, quoi. Et il y avait quelque chose de très authentique et qui, en fait, je me reconnaissais là-dedans, quoi. Je me reconnaissais là-dedans, dans ce qu'il faisait, dans son authenticité, dans sa simplicité. Le seul truc où je me disais merde, je vais rater quelque chose, c'est qu'il était tout seul et que sa passion lui bouffait un peu tout, quoi. Donc, et moi, je voulais vivre aussi autre chose à côté. Ouais, on voit beaucoup de profils comme ça qui mettent tout et qui finissent un peu tout seuls, malheureusement, dans leur passion, parce que elle devient en quelque sorte dévorante. Toi, tu veux absolument pas ça. Enfin, ta famille est un moteur. Pour toi, il faut absolument... C'est la théorie du lundi. En fait, pour moi, il est important que l'après-course, que quand je rentre, le lundi soit bien. D'accord. Tu vois. Et pour que le lundi soit bien, il faut que j'ai envie de rentrer à la maison. Et je sais qu'en fait, je pense que une époque, j'aurais été capable de tout exclure pour me concentrer uniquement là-dessus, et j'aurais pas connu ma femme. J'aurais certainement une vie qui serait complètement différente. Et je pense que j'aurais envisagé les courses complètement autrement, en prenant beaucoup plus de risques. Ce qui n'est pas le but au départ, mais j'aurais certainement plus donné sur la moto, et ça aurait peut-être été stupide de ma part. Aujourd'hui, pour moi, le fait qu'il y ait du monde qui soit là à la maison, qu'il y ait autre chose de bien qui se passe le reste de la semaine, et pas que uniquement quand tu fais les courses, c'est important, et ça fait partie de mon équilibre de vie. Ok. Voilà, le lundi. Il faut que le lundi soit bien. Samedi, dimanche, c'est souvent cool, mais le lundi, c'est important. Ok, ouais, t'as besoin de ça pour ton équilibre. Ouais. Et pour avancer dans tes projets, dans tes objectifs, quoi. J'ai besoin de ça pour me temporiser, en fait. Parce que je pense que je pourrais très vite partir en cacahuète par rage, par colère, par envie. Et ça me discipline, parce que c'est pas mon seul intérêt. Je pense en fait que quand tu vis que pour la course, tu peux prendre un vrai danger. On en parlait tout à l'heure en aparté, quand tu es pilote de course sur route et que c'est la façon dont tu vas tourner la poignée qui te fait bouffer ta famille, c'est pas la même. Moi j'y vais pour être heureux, pour prendre un gros kiff sur la moto, pour vivre quelque chose, mais je vais surtout continuer à le faire pour le plaisir, pour que ça me rende heureux. Le jour où c'est une contrainte, ou le jour où il n'y a plus que ça qui existe, je pense que tu finis par prendre des risques que tu n'aurais pas choisi de prendre au départ. Et ceux-là, je ne veux pas les prendre. Ouais. Puis justement, ton lundi, en fait, en quelque sorte, ça te canalise. Ouais. Et ça, ouais, c'est un bon, pas un moteur, mais ouais, ça te canalise à
à garder cet équilibre entre le risque et enfin ce que tu veux donner du risque et bien retrouver ton lundi, quoi. C'est ça. Mais il faut qu'il soit bien. Ouais, il faut qu'il soit bien. Donc ça se prépare, important, ça se prépare à côté. Ouais. Parce qu'un lundi, ouais. En général, c'est pas le jour qui est le mieux vu. Non, mais toi, quand je retourne au taf, par exemple, j'y retourne toujours avec le sourire. Parce que je me dis, t'as du boulot, et grâce à ce boulot, tu vas pouvoir préparer la prochaine. Et tu vas faire telle course, ou tu vas amener ta famille à tel endroit, ou tu vas vivre tel truc, ou tu vas retourner voir ton pote Narcisse au Cameroun. Mais grâce à ça, il va se passer quelque chose. Et puis le soir, au lieu d'être tout seul, sans tes potes du paddock et tout, il y a des enfants qui te sourient, qui te montrent des dessins. Là, ils sont rentrés de l'école tout à l'heure, et ils te montrent leurs dessins. T'existes pour eux, ils existent pour toi, et ils t'aiment. Et ce sentiment-là, il est important. Et il faut en garder conscience au fur et à mesure du temps, mais il est important. Il fait que tous les jours, c'est bien. Il y a des jours qui sont exceptionnels, en famille comme en moto, mais tous les jours, c'est bien. Donc tu veux continuer ça le plus longtemps possible. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut retrouver un bon nombre de tes aventures qu'on a pu parler durant cette vidéo sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je mettrai bien évidemment le lien de la chaîne dans la description. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ta chaîne ? Tu as des projets en cours ? Alors l'avenir, je sais pas. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de comment était venue la passion et la course. La course, c'était les panneaux. C'était les autres qui faisaient de la course. Et l'envie de raconter des histoires, c'est pour donner l'envie aux gens. Et j'aime bien m'emmancher dans des trucs pas possibles, voire complètement stupides et improbables, pour justement pousser le truc à l'extrême et voir jusqu'où on peut rêver et jusqu'où c'est possible de le faire. Du coup, les articles dans Moto Revue et la chaîne YouTube, c'est arrivé comme ça. De l'envie de raconter des histoires. La suite, je sais pas trop, pour deux raisons. La première, c'est que à 90%, je sais vraiment pas, et à 10%, ce que je sais, je vais pas le dire pour l'instant, parce qu'en fait, les projets sont toujours incertains, et j'ai trop peur de passer pour un con en annonçant quelque chose que je ne pourrais pas faire. Ouais. J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas beaucoup de marge d'erreur, et j'ai peur de me planter. Donc je garde souvent secret jusqu'au bout. Et puis s'il sort quelque chose du chapeau, et c'est cool. Et puis si ça sort pas, personne n'était au courant. Mais il y a plusieurs projets qui sont en cours de route, avec des pays étranges et étrangers. Et ouais, on va essayer de... Tu restes sur cette trame Ouais, toujours parce que... De découvrir et... Ouais, il y a vraiment à faire. Et puis... Voilà, l'histoire, en fait, elle se fait toute seule quand je pars sur quelque chose comme ça. Faut savoir, moi, je suis tout seul. J'ai 3 caméras, 2 GoPro et une petite à main. Et j'ai pas de cadreur, j'ai pas de preneur de son, j'ai pas de lumière. Ce que je ramène, c'est vie ma vie, quoi. Mais vie ma vie où l'acteur, il est aussi caméraman. C'est du brut, il y a rien d'écrit. Et c'est vraiment ce qui se passe le plus sincèrement possible, quoi. Donc c'est pas toujours drôle, j'ai pas toujours envie de me marrer, donc sur YouTube ça fonctionne pas hyper bien parce que tu passes pas toujours un moment à te fendre la pêche, mais c'est la vie d'un arracheur qui a décidé d'aller faire de la moto au Sénégal et qui connaît pas le Sénégal et qui sait pas sur quoi il va tomber et juste qui se lance, quoi, parce qu'il en a envie. Essayer de trouver la moto où on ne l'imagine pas, en quelque sorte. Ouais, à nouveau, c'est un vecteur pour découvrir, pour aller dans des endroits où tu serais pas allé autrement, parce que déjà tu as cette facilité là avec la moto, ce qui est un prétexte. Du coup, il y a des gens sur place qui sont prêts à échanger avec toi. Et alors, je cherche pas spécialement le danger, même si je me suis retrouvé dans des trucs très rock'n'roll. Mais vivre la moto et la partager comme on la vit là-bas. Au Mexique, là, la course de côte qui fait 74 km, où il y a 500 virages, c'est juste incroyable. Ouais. Et sachant qu'au niveau sécurité, tu as un gars qui te donne le départ.
et après, t'as pas de commissaire de piste. Le prochain, tu le revois dans 74 Des km. animaux qui dépassent, Tu il peut tout se passer, tombes quoi. dans un ravin, parce que t'es sur l'épine du diable là-bas, l'échine du diable, pardon. Avant qu'il te retrouve, il peut se passer du temps, quoi. Si ton pote il s'est pas rendu compte que t'étais pas là à l'arrivée, t'as quelques canyons à aller sonder, quoi. Mais l'expérience de moto, t'as une route pour toi fermée à la circulation où tu roules à vue dans des décors de fou et tu peux tout lâcher. C'est juste exceptionnel, quoi. Ouais. De Dans faire- ta vidéo du Mexique, on voit ces décors qui sont d'un autre continent, hein, et qui sont vraiment somptueux. Et j'imagine que sur ce type de tracé-là, tu te gardes une réserve. Tu roules pas comme un tracé que tu as préparé, que tu as appris. Alors, en fait, j'ai du mal à situer le curseur. Il y a des pilotes au TT, notamment, en course sur route, ils disent moi, je roule à 90%, 95%. Alors, c'est pas prétentieux, mais moi, je suis à 100%. Par contre, je suis à 100% de ce que je sais faire, et normalement, ce que je fais, je le maîtrise. C'est-à-dire, il y a, en vitesse, les gars sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire pour justement tester, aller chercher la limite et aller exploiter du matos ou tenter quelque chose. Ça, moi, j'en suis incapable. Du coup, sur piste, je suis pas très rapide parce que j'arrive pas à passer ce cap. Et pour moi, tomber, c'est interdit. Donc, je fais jamais un truc qui me mette en péril. Ouais. Par contre, quand je roule, je suis au maximum de ce que je sais faire. Et au-delà, je sais pas. Pas, quoi. Je surpilote pas, par contre, je suis au taquet. Je suis au maxi de tout ce que je peux faire. Le Mexique, j'ai fait toute la course à vue. On a essayé d'apprendre le tracé avec mon pote Quentin, avec qui on a partagé cette aventure là-bas. Mission impossible. Impossible. Au bout du 5e virage, t'étais déjà perdu parce qu'une fois que t'as la route pour toi, c'est déjà plus pareil, donc tu fais à vue. Mais je me suis donné à 100% à vue tout le temps. Et j'ai attaqué comme un goré, j'ai mis tout ce que j'avais. Et ça a été un pied monstrueux parce que une route pour toi et vas-y, amuse-toi. Alors, il faut faire abstraction du reste, quoi. Le fait que tu sois dans une montagne et qu'à n'importe quel moment un chien ou une vache peut traverser, ça peut arriver. Pareil, le goudron, il est hyper aléatoire. Tu sais pas trop, t'as pas le même revêtement aux mêmes endroits. C'est la route, quoi. Il n'y a pas de commissaire pour te ramasser. Il y a plein d'endroits, t'es tout seul dans la montagne et sous les bois. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est rouler vite dans des endroits qui sont beaux, dans des décors. Et là, c'était la quintessence du truc, quoi. Ouais, c'est ta façon de voyager, en quelque sorte. Il y a ce côté-là, je trouve, il y a un côté romantique. Et toi, quand tu es à Scarborough pour la Spring Cup, donc au mois d'avril, et que t'attaques comme un porc au milieu des jonquilles jaunes qui sont là, des arbres qui ont des formes de doigts qui montent vers le ciel, une forêt toute sombre, c'est mystique, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est... Ouais, c'est pas un circuit plat avec... en fait, c'est juste beau. Beau. Et toi, c'est beau, et toi, tu fais ce que t'aimes. Tu soudes, tu es dans un endroit qui est superbe. Et là, il se passe quelque chose. Puis avec les tracés de course sur route, tu as toujours des trucs assez rock'n'roll, avec des sauts, donc en termes d'expérience de vie, en termes de moments de vie, c'est juste incroyable ce qui se passe dans ces moments-là. Ma dernière question, ce serait qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil au petit Morgan des années 90 ? Qu'est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais aimé refaire ? Ouais, ne pas porter une coupe mulet comme Jean-Louis Auvert parce que je savais pas qu'on se foutrait de ma gueule sur les photos 30 ans après, tu vois. ça, ce serait un point important. Non, je déconne. À refaire, rien. Je ferais rien différemment. Tout n'a pas été bien. Par contre, ce que tu vis, ça te fait d'une certaine façon. Moi, ça m'a donné de la détermination pour faire les choses. Ouais, j'ai pas à te dire que j'ai pas réussi, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai eu cette chance-là. Il y a une partie de chance avec des rencontres qui vont changer les choses. Il y a une partie de travail aussi, mais
mais voilà, même si j'ai commencé la moto finalement tard et la piste et la course très tard, même si j'ai pas gagné l'Île de Man comme je l'avais dit à 11 ans, j'y suis allé, j'ai réussi je vais pas dire à me satisfaire, mais à réaligner le curseur en fonction de là où j'étais parti et à être satisfait de ça. Alors c'est peut-être pas suffisant, il aurait peut-être fallu aller chercher plus, mais en fait je m'en fous parce que le petit Morgan des années 90, il a compris un peu trop tard, un peu plus tard qu'à la fin il y a que toi qui meurs. Donc Ok. tous les conseils qu'on t'a donnés, les trucs qu'on t'a dit de pas faire, etc., c'est les autres qui les donnent. Mais à la fin, il n'y a que toi qui meurs, et ta vie, il n'y a que toi qui l'as remplie, il n'y a que toi qui as choisi de faire des choses. Donc, ouais, croire en ses rêves, y croire pour de vrai, et puis tout donner, pour essayer de les réaliser, et que ce soit... Enfin, toi, faire de la moto, faire du circuit ou faire de la course sur route, ça sert à rien de rouler aussi vite pour revenir au même endroit à la fin, quoi. C'est complètement con. Mais ça rend heureux. Moi, ça me rendait heureux. Ça rend pas heureux tout le monde, mais moi, ça me rend heureux. Aimer cette femme, ça me rend heureux. Donc, les autres, tant pis. Faut faire ce qu'on aime, et si c'est vraiment ce qu'on aime, faut se donner à fond. Ouais. Donc ton conseil, ça aurait été plus t'écouter, peut-être t'écouter plus tôt. Je sais pas, parce que tu vois, je me serais écouté plus tôt. Déjà, j'avais pas les moyens de m'écouter, donc Ouais. je pouvais m'écouter autant que je voulais. À part être frustré, il serait pas passé grand chose. Le fait que ça puisse pas être possible a fait que j'ai du coup fait des études pour être dans une écurie moto. Du coup, j'ai appris les bases de la préparation d'une moto. J'ai revu MIG, j'ai rencontré des vrais pilotes pour la peine, qui ont pris du temps, qui m'ont donné des conseils. J'ai vu comment se passait un contrôle technique, un contrôle administratif. Donc en fait, ça a débroussaillé toute la partie course moto qui était totalement opaque, quoi. Ouais. Et là, j'ai vu comment ça pouvait se passer, j'ai vu ce que moi je pouvais faire, et je me suis dit, j'ai une petite place quelque part, toute petite, minuscule, mais je peux avoir une petite place pour être avec eux, et au moins une fois dans ma vie être pilote, quoi. Petit pilote, sans prétention, mais au moins ouais, ça doit pouvoir être possible, quoi. Donc toi, même pour ça je regrette pas, parce que ça a fait partie du chemin, ça a fait partie des étapes, et il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à vivre, mais ouais, enfin faut ouais, peut-être se promettre des trucs. Ouais, t'as raison, petit con, continue de te promettre des trucs, parce que comme t'as un peu tête de pioche, sur un malentendu, ça va peut-être marcher, en fait. Ouais. Donc ça aurait été l'encourager dans son élan, au final. Peut-être même pas l'encourager, toi. Peut-être le frustrer encore plus. Ils disent, mais non, jamais, jamais. Ouais. Parce qu'il était déjà tête de pioche à l'époque, donc je pense que oui, ça aurait pu m'agacer encore plus et me déterminer encore plus. Ok. Eh bien, Morgane, merci beaucoup pour ton partage, ton expérience dans la moto. J'espère qu'elle pourra inspirer eh bien, d'autres motards à vivre leurs rêves. C'est un peu la mission que tu t'es donnée, en quelque sorte. Un grand merci à toi de m'avoir accueilli chez toi pour cette interview. Et je te souhaite de réussir encore et de continuer avec toute ta petite équipe, le Momo Circus, dans tes projets les plus fous. Écoute, je te remercie. Ravi d'avoir inauguré ce nouveau format. C'est vraiment cool. Je pense qu'il y a plein d'autres garages avec plein de gens bizarres qui t'attendent un petit peu partout. Donc, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, tant que c'est autour de la passion. C'est du Merci bonheur. à toi. Merci beaucoup. Salut Morgane. Salut. Les amis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et le partager. Si vous avez des remarques ou des conseils pour me faire améliorer ce format, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo YouTube. Idem, si vous pensez à certaines personnes que je pourrais interviewer sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien en attendant. C'était West Motorcycles. Ciao.